Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir Thomas. Eh bien, écoute, Bonsoir, ça Romain. fait plaisir de te retrouver. Enfin, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu sur les salons. Voilà. Donc, je suis très ému et très heureux de te recevoir, pas à Marseille physiquement, mais tu viendras l'année prochaine, j'en suis sûr, pour présenter tes 2 livres. C'est Thomas Rabineau qui présentera tes livres. Et puis, tu vas clore cette 2e journée de Festival du Livre de Marseille. Écoute, je te souhaite une bonne rencontre avec Thomas. Et puis, on se voit à Paris ou j'espère ici l'année prochaine. L'année prochaine, oui, j'espère aussi. J'espère aussi, mais bravo pour cette initiative d'avoir tenu le festival, Voilà. même dans ces conditions qui sont celles qu'elles sont, mais c'est quand même bien qu'on continue de faire exister les choses. Très bien. Merci et bonne rencontre à tous les deux. Merci, à François. bientôt. Alors rebonjour Romain, nous allons échanger autour de 2 nouvelles parutions, un roman qui était très attendu puisque il vous a quand même fallu 5 ans pour l'écrire, on va y revenir. Un homme averti ne vaut rien, chez XO Éditions. Ce livre, vous pouvez le commander sur le site du Festival du Livre de Marseille, www.festivaldulivredemarseille.com, et recevoir une carte personnalisée par l'auteur que vous pourrez retirer avec le livre à partir du 21 décembre à la librairie Prado Paradis. Et puis également, cette réédition augmentée, réécrite, on va dire, retravaillée de votre conte de Noël une seconde avant Noël, toujours chez XO. Un livre qui s'inscrit totalement dans la période, sur lequel on va également revenir, et qui est présenté ici dans une édition collector. Alors commençons par vous présenter un petit peu. Vous avez publié 12 livres. On est quand même à 2,5 millions d'exemplaires vendus, ce qui force le respect. Et un itinéraire d'écrivain finalement assez peu commun, puisque vous avez abandonné le lycée assez jeune avec une conviction, devenir un auteur dramatique, un auteur de théâtre. C'était votre passion et ça l'est toujours. Depuis quand est-ce que vous étiez tenaillé par cette envie d'écriture, mais aussi de théâtre ? Vers mes 12-13 ans, pour moi, ça s'est cristallisé dans la lecture de pièces de théâtre, dans la découverte de Cyrano, de pièces romantiques, des pièces de Hugo, beaucoup le théâtre du 19e siècle m'a énormément impressionné. Moi, je viens d'une famille du spectacle, donc c'est un peu dans notre ADN, mais c'est un peu le monde dans lequel on vit. Et donc, j'avais envie de participer à ce monde, mais du côté de l'écriture. Je m'imaginais pas particulièrement acteur ou être sur le devant de la scène, mais l'idée derrière une pièce de théâtre, derrière une chanson, derrière un film, il y a toujours une histoire qui est racontée. Et moi, c'était cette dimension narrative qui me plaisait, de créer des personnages, raconter des histoires, créer des scènes, créer des mondes même. Enfin, c'est vraiment ça qui, dans mon enfance, m'a tout de suite obsédé et excité, quoi. Donc très tôt, oui, j'ai voulu faire ça. Et effectivement, adolescent, je pensais pas du tout au roman. Je pensais vraiment que au théâtre. Et votre premier roman, pour le coup, on a un petit Larsen. Votre premier roman, Pardonnez nos offenses, a été publié en 2002. Alors là, tout de suite, c'est un très beau succès, 280 000 exemplaires. Un livre dont l'action se situe au Moyen-Âge. Et c'est pas si fréquent que ça, des livres qui se situent dans cette période et qui séduisent autant de lecteurs. Alors on peut penser au Nom de la Rose, bien sûr, à quelques autres. Vous, quand vous aviez écrit ce livre, c'était un besoin de situer une histoire, de créer des personnages qui se passent dans cette époque lointaine. Vous êtes passionné d'histoire, on peut le dire. C'est-à-dire que, alors pas passionné d'histoire, oui, mais je l'étais déjà dans ma passion du théâtre et dans mon envie d'écrire des pièces. C'était toujours très, très historique, très tourné beaucoup autour de personnages de grandes figures du passé. Mais ce premier roman découle de ce que je vous ai dit un petit peu précédemment sur le fait que j'étais acharné à vouloir écrire pour le théâtre, parce qu'on a beau aimer quelque chose de très fort et être très acharné, des fois on n'y arrive pas. Et en l'occurrence, moi, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Dans le format théâtre que j'appréciais tant, j'ai démarré un nombre de pièces incalculable,
que j'ai pas fini, ou quand je les ai finis, elles étaient beaucoup trop longues, ou avec beaucoup trop de personnages, ou beaucoup trop de décors, enfin quelque chose qui n'était pas viable vu l'économie du théâtre actuelle. Et j'avais une espèce de frustration comme ça à avoir des sujets de pièces de théâtre qui me tenaient à cœur, des personnages qui me plaisaient, des situations que j'avais envie de raconter. Et je me suis retrouvé en fait effectivement vers 24 ans avec deux sujets de pièces de théâtre qui se passaient au Moyen-Âge. Deux pièces que je n'arrivais pas à finaliser comme je voulais, et tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais si je prends ces deux sujets, que je les confonds en un seul, que je les mélange tous les deux avec leurs différents personnages emblématiques et tout ça, bah, tout d'un coup, j'ai une histoire de roman qui peut être intéressante. Ce n'est plus faisable au théâtre, mais j'ai peut-être essayé de l'écrire en roman. Et là, je me suis donc mis à essayer de transformer ces deux projets en une œuvre romanesque. Et là, il m'est arrivé quelque chose de très étrange, c'est que toutes les frustrations que j'avais dans mon écriture de théâtre, toutes les choses que je n'arrivais pas à faire avec les règles et les limitations et les obligations de la scène, là, le fait que tout d'un coup, j'étais à la fois mon propre metteur en scène, mon acteur, mon éclairagiste, enfin tout, je faisais les décors, les costumes, je faisais tout, je me suis tout d'un coup libéré. Et je me suis aperçu que tout ce que j'aimais dans le théâtre, tout ce que j'aimais dans le côté des personnages, des situations, de la densité des dialogues, j'arrivais à le remettre dans le roman. Donc ça a été pour moi une espèce de bouffée d'air frais absolument incroyable. Et je me suis aperçu que en fait, dans le roman, j'arrivais à faire ce que j'aimais dans le théâtre. Donc tout d'un coup, voilà. Et vraiment, ce premier roman, qui se passe effectivement au XIIIe siècle, partait d'abord de deux projets de théâtre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Dans Un homme averti ne vaut rien, votre dernier roman, on retrouve deux familles mises en scène dans deux précédents romans, La 13e colonie et La main rouge. On retrouve donc les Bateman et les Muir. Vous aviez l'impression de ne pas en avoir fini avec ces deux dynasties, puisque dans ces précédents romans, donc, on faisait leur connaissance à la fin du XVIIe siècle. Il fallait ajouter une pierre à l'édifice. C'était une volonté de raconter une saga familiale, matinée de thriller. Oui, mais surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans mes deux romans américains, là, La 13e colonie et la main rouge, c'est que je m'attelais à raconter en fait le début de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on trouve ces deux familles, ce sont l'un des Anglais et les autres des Irlandais, qui vont immigrer dans les colonies anglaises en Amérique, donc on est avant les États-Unis. Et ce qui m'a passionné à travers l'histoire de ces deux familles, c'était d'en profiter pour raconter comment ce pays s'est construit. Sur quelles valeurs, avec quel type de personnages, quelles étaient les envies de ces hommes et de ces femmes à cette époque-là, et comment, d'une certaine manière, l'idéal américain s'est construit. Et donc les deux romans se situent effectivement, ils démarrent à la fin du XVIIe et s'arrêtent peu après l'indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe. Et donc c'était terminé, sauf que je trouve que ce qui manquait, ce que j'avais quand même envie de raconter, et surtout depuis ces dernières années où on voit l'Amérique changer beaucoup quand même, il y a beaucoup de pivots de cette société qui sont en train un peu de trembler. Je trouvais intéressant de reprendre les descendants actuels de ces deux familles, les Muir et les Bateman, de les resituer aujourd'hui et de faire un peu le bilan de cet esprit pionnier de ces hommes et ces femmes qui ont construit l'Amérique il y a plus de 2 siècles. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que ce sont des valeurs et des convictions qui sont encore vraiment ancrées dans la société? Est-ce qu'elles sont perverties? Est-ce qu'elles sont plutôt de façade, utilisées pour des slogans, on va dire, de campagne électorale ou même des slogans publicitaires? Qu'est-ce qu'il en est en fait de cet état d'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas un changement sans doute majeur dans la société, surtout même dans la jeunesse actuelle américaine? Donc je trouve intéressant, voilà, ce livre, il est indépendant des deux. Oui, on peut le lire sans avoir lu les précédents, il faut le préciser. Bien sûr. Mais dans le derrière de ma tête, il y a quand même l'idée de répondre un peu à cet univers, voilà, qui s'est construit, à ces idées qui se sont formées et de liberté et de démocratie qui se sont créées il y a 2 siècles, voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant. C'est en ça qu'ils se rejoignent. Sinon, c'est des romans différents.
Alors, vous parliez de théâtre. Moi, j'ai beaucoup pensé au cinéma en lisant Un homme averti ne vaut rien. J'ai pensé à Scorsese, aux Infiltrés. J'ai aussi pensé à Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Il y a pas mal de... On aime les mêmes films, donc ça va. Ouais. Ouais, on est d'accord. Ouais, on est d'accord qu'il y a aussi cette, peut-être pas cette influence, mais cette volonté de raconter aussi une autre Amérique, une Amérique qui a été aussi construite sur certains crimes et à l'échelle, on va dire, micro-historique qu'est la vie de ces dynasties, les Bateman et les Muir. Bon, les Muir, en l'occurrence, sont anglais, mais il y a des liens et des passerelles. Vous reprenez une citation de Bossuet et de Balzac. Derrière, enfin, de l'esprit de Bossuet et de Balzac, derrière les grandes richesses, il y a toujours un grand crime. Et précisément, c'est aussi le point de départ de cette intrigue. On peut le dire, c'est cette notion-là d'héritage apporté par des descendants. Comment vivre avec ce passé, comment le connaître, le comprendre, l'interpréter et finalement aller de l'avant. C'est ça la première thématique de ce livre. C'est un peu l'idée, oui, c'est l'idée de l'héritage. Et ça revient un peu sur ce qu'on venait juste de dire. C'est-à-dire que là, je vous parlais un peu de l'héritage de l'esprit des pionniers américains. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment une société hérite du poids du passé et des valeurs qui ont existé avant. Donc il y a cette idée d'héritage vraiment dans l'histoire. Et je le double de, en fait, l'héritage de... Il y a deux personnages dans mon roman. Un lié au Muir, l'autre au Bateman, et qui sont des familles très riches, très puissantes, très installées dans la société américaine depuis des générations et des générations, comme il en existe certaines en Amérique depuis longtemps. Et en fait, ces jeunes-là sont assez emblématiques aussi de la jeunesse actuelle. C'est-à-dire que au moment de recevoir cet héritage, au moment de reprendre le flambeau familial, les affaires familiales, la fortune familiale, l'image familiale, tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils questionnent. Ils disent mais en fait, pourquoi devrais-je prendre cet héritage les yeux fermés ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire de ma famille pour qu'on en soit arrivé là et que je sois l'héritier de tout ça ? Est-ce que je sais vraiment tout ce qui s'est passé ? Cette immense fortune qui est la nôtre pour les Bateman, d'où elle vient ? Est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose dont moi qui suis l'héritier automatique, je n'aurais pas à rougir ou je pourrais éventuellement refuser cet héritage ? Et cette idée de transmission et de questionnement de l'héritage, je trouve qu'il est très très actuel. C'est-à-dire que même dans la jeunesse actuelle, américaine, occidentale en général, tout l'Occident est dans une crise d'identité qui ne dit pas complètement son nom mais qui est là, et je trouve que dans les très très jeunes aujourd'hui il y a un peu ça quand ils questionnent les générations précédentes, leurs aînés, sur le climat, sur l'économie, sur le travail, sur la place de... Enfin, tout est remis en question. En fait, ils questionnent l'héritage du monde qu'on est en train de laisser à nos enfants. Il y a vraiment ce désir de dire mais attendez, j'ai pas envie de récupérer ça, c'est pas un chèque en blanc et hop je prends la suite de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Est-ce que j'accepte cet héritage ou pas ? Et voilà, donc je trouve que c'est à la fois un sujet de société et un sujet d'intrigue pour moi, parce que pour le coup, ces deux héritiers de ces deux familles très puissantes qui vont se mettre à questionner leur nom et leur place dans la société, ils vont enquêter eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'ils voient bien qu'il y a sans doute, depuis des générations des choses pas très claires qui ont dû se passer dans ces familles. Et là-dessus, ils ont raison. Mais c'est eux qui vont faire cette enquête. C'est eux qui vont remonter l'histoire pour essayer de comprendre qui ils sont vraiment. Et voilà. Et cette question de qui on est vraiment, il suffit d'écouter autour de nous, elle revient quand même tout le temps. Qu'on soit un jeune Français, un jeune Américain, un jeune Allemand, tout le monde se pose en ce moment la question de qui on est vraiment, d'où on vient et qu'est-ce qu'on accepte ou pas de cet héritage. Donc, tout ce roman-là, tourne autour de cette thématique, mais sous la forme du thriller, évidemment. Bien sûr. Alors, l'enquête va être compliquée. On ne peut pas ne pas vous poser la question, étant donné votre patronyme. Cette question-là d'héritage, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour autant, vous n'avez pas embrassé une carrière de chanteur, mais il y a cette transmission de fibres artistiques là. C'est aussi une façon de vous interroger vous-même sur ce rapport entre votre père, vous-même, votre œuvre, ce qu'il a fait, la façon dont il a pu vous influencer. Oui,
Aussi, mais c'est-à-dire que moi, je suis plus dans le alors finalement, famille du spectacle, c'est assez courant que dans les familles de spectacle, il y ait comme ça des flambeaux, on appelle ça les enfants de la balle, qui se repassent la balle, justement. Mais moi, justement, ce qui me frappe par rapport à ça, ou ce qui m'intéresse par rapport à ce sujet, c'est que moi, j'ai pas du tout justement le questionnement, le déni de cet héritage. Au contraire, je suis très heureux de ma famille, on s'entend bien, les choses se sont passées. Il n'y a pas eu de conflit de génération dans ma famille, et j'ai accepté mon nom, porté mon nom dans le travail sans aucune. Voilà, j'ai pas eu ce problème de questionnement de l'héritage, que ce soit du nom ou de tout en général. Ce qui fait que ce que je vois autour de moi, ou ce que je m'interroge encore plus, je me dis tiens, mais pourquoi? D'ailleurs, ma génération en général n'a jamais été aussi rebelle que celle qui vient maintenant. On n'a pas eu de Greta Thunberg, nous. C'est la génération qui arrive est différente de la mienne. Nous, on a accepté les choses de manière assez ouverte, enfin moins sur la défensive. Et pourtant, la société dont on héritait n'était pas spécialement, ma génération, c'est celle du chômage, de la crise, du sida, il y a plein de choses qui n'allaient pas pendant ma génération. De la pollution aussi, ça commençait évidemment, le climat et tout commençait à ce moment-là, mais c'est la génération d'après qui tout d'un coup s'est réveillée et s'est révoltée. Et donc ça m'intéresse de me dire tiens, c'est pourquoi nous on a été plus doux, plus amiable avec ce qui se passait. Donc c'est plus ce regard-là que je porte et sur mes personnages et sur ce qui se passe autour de nous. Ça m'intéresse parce que c'est une génération intéressante qui arrive. Alors parlons de l'intrigue de ce roman. C'est donc un thriller très efficace avec une écriture ciselée, des phrases coup de poing, des ellipses qui nous laissent un peu sur le carreau comme ça. On a juste envie de tourner les pages. Donc il y a aussi cette influence-là peut-être d'un certain thriller à l'anglo-saxonne. J'ai un petit peu pensé à John Grisham, à Harlan Coben, à R.J. Laurie qui était là l'année dernière. Et cette mécanique de précision de l'intrigue a été finalement assez compliquée pour vous à mettre en place. En tout cas, c'est ce que vous racontez dans cette petite bande dessinée qui accompagne la sortie du livre, alors qu'évidemment, cette difficulté-là ne se ressent pas à la lecture, puisque tout s'enchaîne. Pourquoi avoir eu le besoin d'expliquer à quel point ça a été difficile, puisque je le rappelle, il vous a fallu 5 ans? Alors oui, mais non, c'est pas tout à fait ça. Ce que je raconte dans la petite bande dessinée, c'est que avant d'écrire Un homme averti ne vaut rien, je travaillais sur un autre roman qui était un thriller, lui aussi beaucoup plus polar d'ailleurs, beaucoup plus que ne l'est ce roman-là. Et j'avais un tueur dans ce roman, évidemment. On en a tous un. Et disons que je l'avais construit d'une telle manière, je l'avais échafaudé sa méthode de travail, sa méthode surtout sa double vie qui lui permettait comme ça d'être totalement sous le radar. J'avais tellement poussé loin la logique de ce tueur qui apprenait à s'autodéfendre, à ne jamais se faire attraper, que je me suis retrouvé coincé à la fin du livre à ne pas pouvoir l'arrêter moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je trouvais une idée, il faut bien qu'à la fin, il faut bien que le livre s'arrête, à chaque idée que je trouvais pour le coincer, ça cassait un peu le personnage. Je disais, oui, alors, pendant 200 pages, tu nous expliques que ce type a pensé à tout, et évidemment, il n'a pas pensé à ça. Et à chaque fois, je trouvais une idée, et je me creusais la tête pour essayer de trouver une fin à ce livre-là. À chaque fois, je me disais, non, ça marche pas. Ça ne respecte pas la promesse du personnage ou la promesse du début du livre. Et j'ai passé 1 an et demi comme ça, à me battre avec ce personnage, et à ce jour encore, j'ai toujours pas trouvé comment j'allais le coincer. Donc c'est mon éditeur qui, au bout de 2 ans et demi de travail, m'a dit bon, écoute, ça suffit, arrête, tu vas pas trouver là, ça viendra dans 6 mois, dans 1 an, ça viendra quand tu ne le chercheras plus. Mais là, il faut que tu arrêtes parce que tu tournes en boucle dans ce même, et c'est vrai que ça devient obsessionnel parce que c'est très étrange d'être prisonnier de son propre personnage quand même. On pense toujours que les romanciers peuvent tout faire, peuvent tout écrire, mais pas du tout. Il y a un moment, la situation, les personnages, ils ont une autonomie, ils ont une existence à eux, et on peut plus leur faire tout ce qu'on veut. Ou en tout cas, quand on fait ça, généralement, on déçoit le lecteur. Donc, il faut rester dans une cohérence. Et là, j'étais vraiment prisonnier de ce satané personnage. Tous les jours, je me disais, mais comment je vais le tuer? Et il est toujours vivant. Il n'est pas mort. Donc, j'ai arrêté au bout de 2 ans et demi, et c'est là où j'ai repris l'histoire des Muir et des Bettman pour écrire Un homme averti ne vaut rien. Mais c'est ça qui m'a fait perdre 5 ans en fait. C'est un livre qui n'est toujours pas fini. Voilà.
C'est peut-être la preuve que cette intrigue-là aussi est particulièrement réussie, puisque quand l'auteur lui-même a du mal, est surpris par ses propres personnages, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à creuser encore. Donc on a bon espoir. J'ai pas lâché, il est dans un tiroir, mais il va sortir. Je trouverai un jour comment c'est bonheur. Alors, l'histoire, le pitch, entre guillemets, d'un homme averti ne vaut rien, c'est donc un retour sur ces deux familles, les Bateman et les Muir. Alors, petite question, Bateman, est-ce qu'il y a un clin d'œil à Bret Easton Ellis ou c'est du pur hasard ? Non, c'est vraiment des noms qui existaient. J'ai suivi pas mal de personnages, pas des personnages emblématiques, hein, des petits personnages de l'histoire, mais qui, à la fin du XVIIe siècle, ont quitté l'Angleterre et l'Irlande pour aller en Amérique. Donc c'est des noms réels en fait. D'accord. Alors on entre, vous nous plongez tout de suite dans le vif du sujet, puisque le lecteur va faire la connaissance du patriarche de la famille Bateman, John Bateman, qui va exécuter un tueur qui travaille pour sa famille depuis très longtemps. Ce tueur s'appelle Krebs et il a eu la mauvaise idée, une fois arrivé à la retraite, d'écrire un livre sur sa vie. Et ça, c'est pas la meilleure idée qu'il ait eue étant donné son passé. Et ça va susciter de gros problèmes à John Bateman qui ne peut laisser passer ça. John Bateman a une fille, Mathilde, qui, on pourrait la comparer un petit peu à Michael Corleone, en tout cas au début de la saga, pour son rejet, le rejet qu'elle a, la volonté qu'elle a de se sortir de ce monde-là, puisque il se trouve que sa famille n'a pas eu toujours des activités très recommandables. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, là on fait la connaissance des Muir et également d'un autre personnage, Michael Monroe, qui est un docker qui a eu une enfance très difficile dans un orphelinat, qui va faire la connaissance totalement fortuite de Jennifer Muir, qui est la jeune compagne d'un autre homme très riche, un autre patriarche, qui est un armateur et un politicien très, très influent en Grande-Bretagne, mais même aussi au-delà. Et il va faire la connaissance de sa jeune épouse. C'est presque une scène à la Titanic, à ceci près qu'elle se passe sur un des cargos les plus, voilà, le cargo le plus grand du monde. Elle a une pensée suicidaire et là il y a une de ces ellipses là qui nous scotche, puisqu'ils se rencontrent, ils sont au bord du bastingage. Elle lui dit peut-être que je pourrais sauter, il lui dit non, vous n'allez pas faire ça, et puis chapitre suivant, elle sauta. Et lui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il saute aussi, Michael Monroe, il saute aussi. Il faut quand même préciser qu'il y a eu un véritable coup de foudre juste par un échange de regards entre eux avant. Il dit pas son nom encore, oui. Ouais, totalement fortuit, mais il saute pour la sauver et ça devient un héros. Mais ils vont débuter une liaison et cette histoire-là va les amener précisément à cette histoire d'amour, va les amener aussi à enquêter sur une autre histoire, cette histoire qui fait que les Muir et les Bateman sont des adversaires de toujours, on peut le dire, et qui sont engagés dans une lutte également à mort. Pour raconter cette histoire-là, on a aussi ce fil narratif qui accroche le lecteur, c'est cette histoire d'amour entre un docker et la jeune femme d'un milliardaire. Comment vous sont venus ces deux personnages ? C'est un peu vous l'avez dit en fait, c'est la grande histoire, la backstory comme on dit aujourd'hui, c'est la haine qui existe entre la famille Muir et la famille Bateman depuis le XVIIe siècle. Ces deux familles-là sont en rivalité. Il y avait la rivalité historique des Irlandais et des Anglais, mais en Amérique, elle s'est encore développée. Et il y a effectivement une espèce de mystère qui tient dans la haine absolue que se vouent ces deux familles-là. Et voilà, chacun se bat et se défend depuis des générations et des générations dans ce contexte. Tout se passe comme ça doit se passer, c'est-à-dire que cette haine devrait continuer d'une certaine manière. Le meilleur grain de sable qu'on ait dans une histoire, généralement, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire quand on a bien construit une intrigue, si vous mettez une histoire d'amour là-dedans, généralement, ça fout le bordel. Et c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Et dans les deux cas, c'est-à-dire que je traite deux histoires d'amour dans ce livre-là. Effectivement, le coup de foudre entre ce docker qui rentre dans une histoire qu'il ne connaît pas du tout,
qui va l'amener très loin avec cette femme d'homme très riche. Ça, c'est la première histoire d'amour. L'autre histoire d'amour, c'est une histoire filiale. C'est une histoire d'amour filial entre le père Batman et sa fille, donc c'est la plus jeune de ses enfants. Et cet amour-là va aussi conditionner des renversements, des bouleversements totalement inattendus. Donc moi, ces deux histoires d'amour, elles n'étaient pas prévues au début. C'est un peu comme avec mon tueur, et toujours je construis les choses et après je me dis comment je vais ou raconter ça ou comment ça va se débloquer. C'est petit à petit en construisant ce qu'étaient devenues ces familles aujourd'hui, je me suis dit mais la meilleure façon le meilleur grain de sable à glisser au milieu de tout ça, c'est effectivement des sentiments. C'est-à-dire des sentiments amoureux qui dépassent l'argent, qui dépassent le pouvoir, qui dépassent la réputation, qui dépassent tout ça. Ça va créer l'espèce de petits chocs, de petits éclairs qui va faire que cette histoire va vraiment se mettre en route. Donc c'est un peu voilà, c'est vraiment voilà l'histoire de un amour filial et un amour coup de foudre. Oui, et puis on assiste aussi au déroulé de deux histoires parallèles qui vont forcément se rejoindre à un moment, mais d'une façon inattendue, puisque ce livre aussi est plein de rebondissements, de suspense et donc de surprise. On va de surprise en surprise. Passons à votre conte de Noël pour nous inscrire dans la période. Une seconde avant Noël, donc dans cette édition collector. Alors l'exercice du conte de Noël, des histoires de Noël, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Quand on regarde votre bibliographie, vous n'en êtes pas à vos coups d'essai. Bon, là en l'occurrence c'est une réédition retravaillée. Mais d'où vient ce goût pour vous pour le fantastique, l'univers du rêve des contes de Noël? Il y a plusieurs raisons. Je dirais que la raison majeure, c'est mon adoration pour l'œuvre de Charles Dickens. Qui est un des grands agents qui ont créé le mythe du Père Noël au XIXe siècle dans le monde anglo-saxon, avec ses contes de Noël. Mais même ses romans, voilà, c'est un univers que j'ai toujours adoré. Voilà, c'est comme certains films qu'on aime, certaines ambiances de films qu'on aime. Les romans, il y a ça aussi. Il y a des atmosphères chez les grands écrivains. Cette atmosphère-là, elle m'a toujours passionné. Et ce premier conte de Noël, voilà, au début, c'était juste un clin d'œil, un jeu entre l'univers de Dickens et mes goûts à moi. Et petit à petit, en fait, ce livre-là s'est révélé être mon livre préféré, en fait, celui pour lequel je suis le plus attaché, où il y a le plus de moi, peut-être, dans ce livre. Et en fait, quand il est sorti, donc j'étais très heureux de ce livre, mais alors, pour celui-là et pour celui-là uniquement, il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange. C'est que depuis 15 ans qu'il a été publié, il m'arrive encore régulièrement, il m'est arrivé longtemps, d'avoir des idées encore. Je me dis, tiens, cette idée-là, c'est dommage que je ne l'ai pas eue au moment où j'écrivais une seconde avant Noël, parce qu'elle aurait sa place à cet endroit-là. Ou des nouveautés, des choses que j'ai pu apprendre sur le folklore de Noël que j'ignorais à l'époque. Je me dis, ça aurait dû aller dans une seconde avant Noël. Et ça, régulièrement. J'ai pas ça avec mes autres livres, mais celui-là, il y avait tout le temps un truc, je me disais, tiens, et les personnages ne me quittaient pas. Vraiment, le héros, voilà, j'ai vécu avec lui 15 ans. Et l'été dernier, je me suis dit, bon, ça suffit. Je vais arrêter de regretter, de me dire, mais ça aurait dû être dans ce livre, ça aurait dû être dans ce livre, voilà. Donc, j'ai effectivement repris le manuscrit et je l'ai retravaillé de bout en bout. Alors, j'ai pas changé l'histoire, j'ai respecté l'histoire qui avait été publiée, mais il y a plein de petits détails, plein de petites choses qui voilà, je trouve, amènent encore un peu plus de couleur et de magie à cette histoire. Oui, voilà, alors c'est rare. En effet, on plonge complètement dans un univers à la Dickens. D'ailleurs, vous le revendiquez, puisqu'il y a cette citation au début du livre de Dickens qui écrivit « Les petits livres de contes, je suis sûr que vous les bénissez comme moi, de venir rompre par leur récit la monotonie de ce monde prosaïque. » On plonge dans cette Angleterre à la Dickens, on est au 19e siècle. Harold, donc c'est un orphelin qui a 9 ans et qui survit avec son compagnon Falou sous les ponts, qui fait divers petits métiers, notamment ramoneur. Il subit la cruauté des adultes, comme tous ces enfants des rues, mais il ne le sait pas encore. Il est promis, ce jeune Harold, à un avenir merveilleux. Il va être guidé par un génie invisible, Balbec, et il va découvrir un monde peuplé de lutins, d'arbres magiques et de rennes volants.
cette métaphore est-ce qu'en fait ce génie invisible, ce ne serait pas une métaphore de l'espérance, de l'évasion possible face à l'incroyable, à la dure réalité d'un monde, à la violence de ce monde qui était le 19e siècle en Angleterre, surtout pour ces enfants des rues? Oui, à deux titres, j'allais dire. C'est-à-dire que ce conte, en fait, l'idée de ce conte m'est venue quand j'ai commencé à me poser la question de savoir qui avait pu être le Père Noël avant d'être le Père Noël. Tout simplement. Il était qui avant, quand il était plus jeune, et puis comment les choses se sont mises en place. Comment a-t-il rencontré les lutins, comment a-t-il rencontré les reines, pourquoi vit-il au pôle Nord, enfin, comment tout ça s'est mis en place. Je m'amuse dans le folklore en me disant mais comment cette chose, quelle est la biographie en fait du Père Noël. Et j'ai pris effectivement un petit personnage qui va le rencontrer. Au 19e siècle, ça se passe en 1850 en Angleterre, donc à l'époque où Dickens commençait à écrire ses premiers contes de Noël. Et l'idée était que, encore plus que le petit ange invisible, c'est de se dire que la période de Noël en soi, même encore aujourd'hui, est cette petite bulle de brève, mais qui est là quand même, cette petite bulle d'innocence ou de recul ou de répit qu'on a dans l'année. Et ça, c'est assez magique quand même que cette fête de Noël qui s'est répartie quand même dans le monde entier, hein, quelles que soient les cultures, tout ça. Alors elle est adaptée et tout ça, mais elle est là. Il y a quand même quelque chose de ce petit. Et c'est pas pour rien que cette fête, telle qu'on la vit maintenant, elle est née en Angleterre au 19e siècle. C'est qu'effectivement, à cette époque-là, comme le montre très bien Dickens, les enfants souffraient beaucoup, étaient totalement exploités. On pensait assez peu à eux. L'idée de la famille était en train de se construire, mais elle n'existait pas vraiment. Et c'est autour des festivités de Noël, de ce moment où tout d'un coup Dickens et les hommes de l'époque disaient mais attendez, mais réunissons-nous, pardonnons-nous, faisons-nous des cadeaux, disons-nous que nous nous aimons, parce qu'on ne se le dit pas assez dans l'année. C'est cette petite bulle-là qui a été créée grâce et à la tradition de Noël et à des artistes qui ont travaillé sur ce sujet. Donc moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est refaire le contraste et surtout constater que cette magie-là qui a une tradition, qui a une histoire, elle est toujours là aujourd'hui. Elle fonctionne quand même. On a beau critiquer plein de choses sur Noël, dire que voilà, c'est devenu une fête ultra commerciale et ceci et cela. Il n'empêche que dès qu'on a des enfants, dès qu'on est près des enfants, on voit que quelque chose se passe quand même dans leurs yeux, dans leur sourire. Il y a quelque chose qui nous rassure un peu, de se dire que quand même ce petit bout de magie-là, il continue à perdurer. Donc moi, j'aime beaucoup cette période, j'aime beaucoup Dickens, j'aime beaucoup ce personnage du Père Noël qui quand on creuse un peu le folklore, on découvre plein de choses. Parce que on fête tous Noël, mais est-ce qu'on sait pourquoi on fête Noël? Ou pourquoi on fête Noël de cette manière? Voilà. Pourquoi on mange une bûche à la fin du repas? Pourquoi on partage une dinde? Pourquoi tout? Pourquoi un sapin de Noël? Pourquoi du papier cadeau? D'où ça vient tout ça? Parce que fatalement, dans toutes les traditions, dans tous les folklores ou les fêtes religieuses, il y a une histoire derrière. Et quand j'ai commencé à creuser les différents folklores pour essayer de comprendre le pourquoi et du comment de tout ça, j'ai découvert des histoires extraordinaires. Des petites pépites de historiques ou un peu fantastiques et tout que j'avais absolument envie de raconter. Donc dans ce roman, voilà, j'ai vraiment, en m'amusant à faire la biographie du Père Noël, je fais un peu la biographie de cette fête que nous retrouvons tous les ans, qui va être encore spéciale cette année. Mais voilà, c'est aussi la biographie de nos Noëls. Alors le récit démarre de manière très sombre puisqu'on se situe dans cette Angleterre industrielle, on est au ras du sol, en tout cas à hauteur d'enfant, de ce que vivent ces enfants des rues, ces enfants misérables. Et dans des cités minières même, ce qui était des pires. Et là aussi, on a l'impression que vous vous êtes beaucoup documenté. Et il y a cette scène au début aussi qui est très marquante, c'est l'épreuve qui est instaurée par des maîtres ramoneurs qui sélectionnent, qui recrutent des enfants qui veulent travailler pour eux. Alors cette scène-là, racontez-nous-la parce qu'elle est vraiment saisissante. Mais elle est inspirée de faits réels. En 1850, donc c'est le moment où le charbon rentre un peu partout, même dans les habitations partout. Rien qu'à Londres, il y avait 1400 ramoneurs qui travaillaient tous les jours, l'automne, l'hiver, tout le temps pour le 1400.
Et c'était tellement... dans les travaux pour les enfants, il y en avait que quelques-uns qui étaient spécifiques aux enfants. Dans les usines, c'était ceux qui travaillaient dans les bouteilles parce qu'on se servait de leurs petites mains pour pouvoir coller des étiquettes ou glisser. Enfin, il y avait ce type de travaux-là. Et il y avait les ramoneurs, qu'on appelait les hirondelles de l'hiver. Et comme il y avait beaucoup de familles qui avaient besoin de faire travailler leurs enfants pour récupérer de l'argent, il y avait beaucoup d'enfants qui postulaient pour devenir ramoneurs, justement, parce qu'avoir une place de ramoneur, c'était pas facile, c'était très dangereux parce que beaucoup mouraient, mais c'était une manière de participer à la famille. Donc, au bout d'un moment, il y a eu tellement d'enfants qui se proposaient à être ramoneurs que les maîtres ramoneurs ont fait comme tout le monde, ils ont décidé de faire des concours, des épreuves tests pour sélectionner le meilleur et prendre les meilleurs possibles. Sauf que certaines de ces épreuves étaient absolument atroces et d'une difficulté et d'une dangerosité énorme. Donc je montre comment effectivement la première scène du livre montre comment se passait ce genre d'épreuve pour des gamins qui avaient entre 7 et 10 ans, quoi. Et là aussi, c'est extrêmement touchant, mais c'est aussi très cinématographique et on se prend à rêver à une adaptation. Il y a aussi de l'humour dans ce roman, dans ce conte qui est très romanesque. Je vous cite: un jour, Harold posait une question d'enfant, c'est-à-dire à moitié mieux qu'une question de philosophe. Et ça m'a plutôt fait rire. Alors, on suppose que cette remarque vient de vous. Vous visez certains philosophes en particulier ou Non, pas du tout. Mais prenez, enfin, je veux pas miser du tout, mais toutes les grandes questions philosophiques partent d'une question très simple toujours. C'est l'extension de la démonstration ou le cheminement intellectuel qui va amener très 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 loin. Mais que ce soit les philosophes antiques ou jusqu'aux grands philosophes naturalistes allemands, les petites questions, c'est toujours pourquoi on est en vie, pourquoi on va mourir. Voilà, c'est des questions, c'est un peu des questions d'enfant. Voilà, donc c'est pas une critique de la philosophie quand même. On n'en est pas là. Pour finir, dans le contexte actuel, on l'a un petit peu évoqué, cette situation sanitaire empêche les auteurs d'aller à la rencontre de leurs lecteurs. On le voit là avec notre festival qui se tient en distanciel. Est-ce que ça vous manque ? Dans quelle mesure vous vous dites il faut qu'on arrive à passer par-dessus ça et relancer des rencontres. Je suppose que vous avez hâte d'y retourner. Bien sûr que ça me manque. Maintenant, je prends en considération tout ce qui manque à tout le monde en ce moment. Je veux dire, voilà, le plus urgent, c'est que cette maladie s'arrête mais qu'elle s'arrête vraiment. C'est-à-dire que voilà, c'est un moment difficile, compliqué. Je le prends comme tel. Moi, je fais attention. Je surveille ce que je fais pour pas ni me contaminer ni contaminer les autres. Et puis j'attends et j'espère que ça va sortir. Ça va pas durer éternellement cette histoire. Maintenant, c'est voilà ce que je dis souvent. Nous, la vie d'écrivain, elle nous change pas grand chose parce qu'on est confiné toute l'année. Nous, on passe notre temps à écrire. Donc c'est un peu facile à dire, mais nous, on a beaucoup moins souffert que ça. Que d'autres professions, et même d'autres professions artistiques. Moi, je pense aux gens du spectacle, aux gens du cinéma. Eux, c'est beaucoup plus violent. Nous, on a encore les librairies là qui ont rouvertes. Voilà. Maintenant, effectivement, les festivals, ça me manque parce que c'est le seul moment où on rencontre nos lecteurs. Nous, on n'a pas de public. Le public, il est chez lui, le public. Donc, c'est vrai que ces rencontres de festivals sont utiles et que j'ai hâte qu'elles recommencent, mais surtout qu'elles recommencent sereinement, qu'on en termine cette histoire. Ce qui fait une raison supplémentaire pour lire Une seconde avant Noël et Un homme averti ne vaut rien, que l'on peut commander sur le site du Festival du Livre de Marseille, www.festivalduLivredeMarseille.com, et obtenir aussi une carte personnalisée par l'auteur, par Romain Sardou, que vous pourrez récupérer avec vos exemplaires à la librairie Prado Paradis, qui est partenaire de notre festival. Et demain, à 11h, la 3e journée du Festival du Livre de Marseille, qui commencera avec Franz-Olivier Gisbert. Je vous remercie. Merci Romain. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci à tous.